Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce module de formation consacré à une synthèse des textes réglementaires applicables aux installations classées, présenté par Pierre Jaumier et Jérémy Delvigne, du CNEC, le Collège national d'experts en environnement des industries chimiques. Première partie consacrée aux généralités. Un petit peu d'histoire, vous voyez ce texte sur les tanneurs, ce jugement date de 1738. Il démontre que la notion d'environnement et de nuisance existe déjà. La tannerie incommode les voisins, le juge de police ordonne qu'une enquête soit faite. Après enquête auprès des voisins, l'exploitation de la tannerie est interdite. Alors d'autres textes sont venus dans la suite. Le décret impérial de 1810 qui a créé trois classes d'établissements selon les dangers, la loi de 1917 sur les établissements classés et la loi de 1976 sur les installations classées qui est toujours en vigueur aujourd'hui avec bien entendu des modifications depuis. Il existe une foultitude de textes réglementaires applicables aux sites et aux entreprises. Vous allez voir qu'il existe une hiérarchisation entre ces différents textes et que seront opposés des lois et des normes versus les priorités du terrain. Donc, qu'est-ce qui est réglementé? Au plan technique, on a la sécurité, et c'est notamment venu d'accidents environnementaux comme celui de Seveso en 1976, émission de dioxine, celui de Bhopal en 1984, accident industriel très grave avec émission de pesticides, plusieurs milliers de morts sur le moment et plusieurs dizaines de milliers si on vient 30 ans en arrière. Et enfin, l'explosion de l'usine AZF, 30 morts à l'époque, mais avec des conséquences très importantes en termes de blessures dans l'environnement de Toulouse. Au plan technique, la santé est également réglementée, avec les effets chroniques ou les effets aigus sur la santé des émissions toxiques. Et puis enfin, il y a également l'environnement. On peut avoir des émissions chroniques aussi en environnement. Il peut y avoir aussi le bruit, la lumière. Enfin, bref, tout un tas de choses est réglementé au plan technique. Ce qui est réglementé aussi, c'est les atteintes qu'il peut y avoir au milieu récepteur avec des normes correspondantes. Milieu récepteur, on entend par là l'air, l'eau, les sols. Également, ce qui est réglementé, ce sont les installations, les équipements industriels eux-mêmes, réglementés dans leur phase de vie, avec des règles d'exploitation, des règles d'entretien, des règles de modification, et également des règles à respecter en fin d'exploitation pour mettre en sécurité les installations. Alors, les ICPE, acronyme de Installation classée pour la protection de l'environnement. Donc c'est toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains. L'exemple type est celui du stockage d'hydrocarbures, avec comme danger aigu l'incendie, la pollution du milieu marin causée par une fuite, et comme danger chronique, l'émission de composés organiques volatiles lors de l'exploitation normale de l'installation. Le type d'activité et les quantités mises en œuvre vont conditionner un régime de classement. On va trouver 5 types de classement en fonction du seuil indiqué dans la nomenclature de l'installation classée. Non classé veut dire que ça relève uniquement de ce qu'on appelle la police du maire, la police locale propre à chaque commune. Déclaration, l'installation classée doit faire l'objet d'une déclaration au préfet avant sa mise en service. Déclaration avec contrôle, l'installation sera en outre soumise à des contrôles périodiques. Enregistrement, l'installation classée doit déposer une demande d'enregistrement en préfecture et cette demande est instruite par la préfecture. Et enfin, installation soumise à autorisation, l'installation classée doit faire une demande d'autorisation avant toute mise en service avec consultation du public. Et au sein du régime d'autorisation, on a 3 sous-catégories. L'autorisation simple, les sites Seveso seuil bas et les sites Seveso seuil haut.
La législation européenne environnementale comprend deux grands types de textes. Les directives qu'il faut transposer en droit français et les règlements qui sont applicables tels quels. Il y a en outre des décisions qui sont des sortes de décrets européens également applicables directement comme des règlements. Quelques exemples de règlements les plus connus. On a le règlement CLP qui concerne les produits et relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges. Le règlement REACH qui concerne l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables. Vous avez ensuite la directive IED relative aux émissions industrielles, la directive Seveso 3 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, et enfin la directive 4 sur l'eau relative au rejet aqueux. C'est bien sûr une liste non exhaustive. Pour ce qui est de la législation française, il existe plusieurs types de textes. Premièrement, la charte de l'environnement. On reviendra dessus juste après. On a ensuite des lois et des ordonnances qui seront regroupées dans la partie L, législative du Code de l'environnement. Parmi elles se trouve la loi de transition énergétique, les lois Grenelle 1 et 2, ou une récente loi de 2016 sur la biodiversité. L'IED est transposé via différentes ordonnances, transposition donc de la directive. Existent des décrets qui sont regroupés dans la partie R réglementaire du Code de l'environnement. On retrouve les décrets de septembre 2013, mars 2014 qui concernent la refonte de la nomenclature ICPE suite à la directive IED et à la directive Seveso 3. Sont présents également des arrêtés ministériels regroupés dans la partie R réglementaire du Code de l'environnement, mais attention, de façon non exhaustive. Parmi les arrêtés, on retrouve l'arrêté du 2 février 1998 modifié qui concerne les installations soumises à autorisation dont on reparlera un peu plus tard. Également des arrêtés préfectoraux, arrêtés d'autorisation environnementale qui, eux, sont propres à chaque ICPE et ne seront pas repris dans le Code de l'environnement. Alors, il existe également les circulaires et instructions. Elles ne sont pas publiées dans le Code de l'environnement. Certaines sont à caractère explicatif et interprétatif. D'autres sont à caractère plus prescriptif quand elles sont destinées aux préfets et aux services et qu'elles sont publiées. Vous trouvez également des schémas comme le SDAGE ou le SAGE qui sont des schémas directeurs en application de la loi sur l'eau. Alors vous ne les trouvez pas dans les textes, mais ce sont des organismes qui sont mis en œuvre pour appliquer soit la loi sur l'eau, soit la directive cadre eau dans ce cas-là. Et vous trouvez enfin le pendant sur la partie R, donc les schémas régionaux pour la qualité de l'air, et qui sont en application de la loi sur l'air. Et il y a enfin des normes de qualité environnementale, par exemple la directive cadre eau et la loi sur l'eau, ainsi que leurs décrets et arrêtés d'application, mentionnent des normes de qualité environnementale que les installations classées qui contribuent à la pollution des masses d'eau doivent respecter. Comme évoqué précédemment, il existe une hiérarchie parmi les différents textes de loi. Bien sûr, les textes ne sont pas censés se contredire les uns envers les autres. Cependant, certains peuvent primer sur d'autres. Tout en amont se trouve la Constitution française, avec la Charte de l'environnement présente au début du Code de l'environnement. On a ensuite les lois, les décrets, les arrêtés et les circulaires. Sachant que les textes français ne peuvent pas aller contre le sens d'un règlement européen ou d'une directive européenne. La charte de l'environnement, qui a une valeur constitutionnelle, prenons comme exemple deux de ces articles. L'article 4, qui définit la responsabilité du pollueur. Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement dans les conditions définies par la loi.
on trouve une définition plus précise au livre 1 du Code de l'environnement pour le principe pollueur-payeur, ainsi que l'article 5, la responsabilité écologique, autrement dit le principe de précaution, qui s'énonce de la manière suivante: lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine dans l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leur domaine d'attribution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. Donc, ce principe était déjà inscrit dans le Code de l'environnement, à l'article L110, etc., et comportait notamment la notion de coût économiquement acceptable que l'on ne voit plus apparaître au niveau constitutionnel. Nous venons de parler du Code de l'environnement. Le Code de l'environnement comporte plusieurs livres. Le livre premier, ce sont les dispositions communes, les principes généraux, les principes de précaution, de prévention, pollueur-payeur, participation et information du public, les institutions étatiques, les associations de protection et collectivités territoriales, la taxe générale sur les activités polluantes, et il définit aussi les sanctions administratives et pénales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement. Le livre 2 concerne les milieux physiques, les eaux et le milieu aquatique, avec les schémas dont on a parlé précédemment, les GESDAG et les SAGE. Également l'air et l'atmosphère, avec les plafonds nationaux d'émissions, réseau de surveillance et quotas de CO2. Le livre 3 traite des espaces naturels. Le 4 de la faune et de la flore. Et le livre qui va particulièrement nous intéresser, ça sera le livre 5, consacré à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances, avec le titre premier, qui traite des installations classées pour la protection de l'environnement. Également le titre 4 s'appliquera puisqu'il traite des déchets. Le livre 6, quant à lui, traite des dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Comme on vous l'a expliqué, le livre 5, notamment au titre 5, traite des dispositions particulières à certains ouvrages et installations, notamment concerne les installations soumises à autorisation. Et mentionnons que la consultation et la participation du public est absolument indispensable à la délivrance d'une autorisation environnementale. D'autre part, les textes, les projets d'arrêté ministériels et les décrets sont transmis au CSPRT et pour ce qui concerne les installations soumises à autorisation, il doit également y avoir la consultation du public. Celle-ci peut se faire par voie électronique. Il y a eu par ailleurs une réforme de l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes en 2016. Au terme de cette révision, de cette réforme, l'étude d'impact ne désigne plus un outil d'évaluation des incidences des projets, mais c'est quelque chose de beaucoup plus complet avec les avis des administrations, et l'ensemble s'appelle maintenant l'évaluation environnementale. L'arrêté du 2 février 1998, modifié depuis, et on pourrait dire l'arrêté le plus important concernant les ICPE soumises à autorisation. Il fixe des valeurs limites d'émissions pour l'eau et pour l'air et comporte un certain nombre de dispositions pertinentes concernant les effluents aussi bien aqueux que gazeux, les composés organiques volatiles et également la surveillance de la nappe pour certaines installations. Pour finir, un mot sur les MTD, meilleures techniques disponibles, les documents de référence, les notes, bref. C'est un sujet qui sera davantage développé lors de la deuxième partie de la formation. En quelques mots, vous retrouverez au sein de ces notes bref des valeurs sous forme de fourchettes, des valeurs à respecter, sous forme de fourchettes pour permettre la prise en compte de la variabilité et de la localisation du process. C'est très important que l'industrie soit impliquée dans le processus de rédaction et de révision de ces notes bref. Vous avez deux types de brefs, les brefs verticaux, qui sont sectoriels, par exemple pour le secteur de la chimie, le LVOC, chimie organique grand volume, et des brefs transversaux, horizontaux, qui peuvent s'appliquer à plusieurs secteurs, comme celui de l'efficacité énergétique.